Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour Eco Hebdo, votre émission de décryptage de l'actualité géoéconomique mondiale. Une actualité malheureusement tragique depuis pratiquement une semaine en Turquie et en Syrie où la terre a tremblé lundi dernier. Bilan, des dizaines de milliers de victimes et de blessés, mais également des milliards de dollars de dégâts matériels. On évoque déjà le chiffre de 4 milliards de dollars de pertes selon l'agence Fitch. Une situation économique chaotique, notamment en Syrie, qui fait déjà face à de nombreuses sanctions internationales qui entravent la vie économique du pays. Depuis quelques jours, l'aide humanitaire internationale se met en place, mais l'on imagine qu'au-delà de l'urgence, il est évident que les conséquences sur le plan économique au niveau local et régional seront lourdes. Nous en parlerons dans Eco Hebdo dans un instant. Alors pour débattre de ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir en direct depuis la Turquie Zeki Güvercin. Vous êtes président du Forum international turc de l'investissement et l'éducation. Bonsoir monsieur et merci de vous être mobilisé. Bonsoir, merci beaucoup. Nous aurons également le plaisir de débattre en direct depuis la Syrie avec Maria Saada. Vous êtes une ancienne députée du Parlement syrien et vous êtes également architecte. Bonsoir madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je vous en prie. Juste avant de lancer ce débat, un petit tour justement sur les témoignages qui ont été recueillis par nos équipes, nos envoyés spéciaux sur les lieux justement du drame en Turquie et en Syrie. On écoute quelques témoignages justement de rescapés syriens en Turquie et on revient pour le débat. Nous demandons la miséricorde de Dieu. Partout où l'on va, les portes se referment. J'ai perdu presque toute ma famille. Nous avons fui la guerre, mais les dégâts causés en une minute ont pesé plus lourd dans la balance que 2 ans de souffrance. Nous arrivions tant bien que mal à subvenir à nos besoins, mais maintenant nous ne pouvons que nous remettre à Dieu. Je viens d'Ankara. Mon oncle et ma sœur vivent ici. 11 personnes de ma famille ont péri lors de cette tragédie. C'est le 6e jour après le drame, mais nous sommes là pour prêter main forte aux gens, apporter des vivres. L'aide arrive de partout, de Turquie, d'Arabie Saoudite, du Qatar. Alhamdulillah, tout le monde se mobilise. Allez, place au débat désormais sans plus attendre et on va commencer avec vous, Madame Saada. Quelle est la situation économique actuelle dans les zones sinistrées? De quoi a-t-on besoin de manière prioritaire et quelles sont les caractéristiques économiques, bien sûr, des zones touchées sur le plan économique, comme je le disais? Au début, laissez-moi tout d'abord de pitié de tous qui sont morts vraiment. Oui. Dans cet tremblement de terre catastrophique et tragique en Syrie et en Turquie. Oui. Nous sommes dans une catastrophe humanitaire et vraiment il faut penser au niveau ou d'une façon logique, d'une façon pour les êtres humains. Alors, après 12 ans de guerre, de la guerre en Syrie, et après une grande période de souffrance du peuple syrien, oui. Et même qu'il fasse une guerre économique aux derniers ans, surtout sous le nom des sanctions économiques, en face vraiment une situation, une crise économique plutôt dans les zones touchées par le tremblement de terre, touchées par le tremblement de terre certainement, mais en même temps on voit vraiment une aide ou bien des aides humanitaires de partout, des pays qui étaient proches avec la Syrie et des autres pays qui font éliminer
ou bien qui mettent à part la politique, qui mettent la politique à part, et maintenant ils fassent ou bien il aide la Syrie au niveau humanitaire. Et merci beaucoup pour l'Algérie. Surtout l'Algérie, c'était le premier pays qui était vraiment sur place au début. L'avion de l'Algérie, elle était la première avion avec des aides humanitaires qui était atterrir à l'aéroport de Damas. À l'aéroport de Damas, vraiment. De Turquie, oui. Et qui suit avec des autres avions, des aides humanitaires. Alors, grand merci à l'Algérie. Mais en même temps, on est envisagé aussi une double mesure des autres pays et surtout les pays occidentaux qui parlent dès le début de la guerre en Syrie, qui parlent pour des prétextes de l'ingérence dans notre pays, qui parlent des droits de l'homme, qui parlent de la protection des êtres humains, qui parlent de protéger le peuple syrien. Et c'est eux, aujourd'hui, ils aident seulement la Turquie. Ils aident une part et qu'ils négligent la partie syrienne de cette catastrophe. Nous allons y revenir justement. Sur la nature de l'aide qui est proposée aux deux parties, à la fois à la Turquie et la Syrie. Monsieur Güvercin, j'ai envie de vous poser la même question. Donc, quelle est la situation économique actuelle dans les zones sinistrées en Turquie? De quoi a-t-on besoin prioritairement et quelles sont les caractéristiques économiques des zones touchées par ce séisme? Oui, bonsoir. Donc, la situation actuellement dans la région, il s'agit d'une région très vaste, en fait, qui est sur plus de 500 km et qui recouvre 10 wilayas, pour parler de manière algérienne, donc 10 régions administratives. 10 wilayas, c'est énorme. De la Turquie. Il faut savoir également que ces 10 zones se trouvent parfois dans des zones très difficilement accessibles. Donc des zones enclavées. Des zones enclavées, mais globalement, aujourd'hui, on a 64 pays qui ont envoyé près de 7000 sauveteurs qui travaillent à côté des 49 000 sauveteurs turcs. Et il y a à peu près 135 000 personnels globalement turcs et internationaux qui travaillent sur le terrain. Aujourd'hui, que ce soit l'agence d'État ou les ONG, dans la région, ont réglé la partie alimentaire. Il n'y a pas de problème alimentaire, il n'y a pas de problème dans le sens des machines, parce que il faut trouver des survivants. Qu'en est-il de l'eau potable? L'eau potable est actuellement transmise sur place par justement l'État et les différentes structures. Il y avait un problème d'eau potable dans les premiers jours, bien évidemment, puisque vous savez, quand il y a ce type de catastrophe, l'eau potable n'est plus distribuée, pour des raisons sanitaires également. Donc l'eau est acheminée. Globalement, il y a une bonne organisation de l'aide, mais aussi bien soit-elle, ça regroupe 13 millions de personnes qui sont touchées, donc 13 millions de personnes. Et aujourd'hui, votre question, en fait, quels sont les besoins? Ce sont les besoins basiques des toilettes publiques, l'eau bien évidemment, mais ça c'est réglé, et surtout le relogement. Comme je vous l'avais indiqué, j'étais en voyage aujourd'hui, donc depuis Istanbul pour venir sur Ankara, et dans l'avion, on y avait des réfugiés, et peut-être qu'on va rebondir également sur la question syrienne, puisque aujourd'hui, qui aide la Turquie aide effectivement près de 5 millions de Syriens. Donc dans la zone aujourd'hui, les habitants qui sont touchés, c'est 13 millions de personnes, mais dans ces 13 millions, il y a 2 millions de Syriens, de réfugiés, qui sont touchés de la même manière que les citoyens turcs, bien évidemment, qui ont des problèmes tous les mêmes problèmes que les citoyens turcs ont, de relogement, de sanitaire, bien sûr médical, puisque les hôpitaux
les hôpitaux ont été détruits, donc les hôpitaux de campagne ont été mis en place par l'aide internationale. Donc je salue également bien sûr les 86 sauveteurs algériens qui sont sur place depuis le début et qui font un travail formidable. Également l'aide de plusieurs dizaines de tonnes qui a été acheminée depuis Alger dans les premiers jours. C'était parmi les premiers qui ont apporté leur aide à la Turquie. On est très reconnaissants. Mais le travail est titanesque. On parlera peut-être des conséquences économiques, mais là on parle de 10 zones administratives qui sont très importantes également pour l'économie turque. Par exemple, Gaziantep compte 6 zones industrielles. Et ces zones industrielles doivent maintenant, le gaz par exemple doit être remis en marche, la production doit être relancée. Donc, en fait, c'est très vaste comme problème, puisqu'il y a la partie sanitaire, il y a la partie humanitaire, il y a des écoles, bien sûr, il y a des enfants. On a aujourd'hui des milliers d'orphelins. Donc, ces enfants sont remis dans des familles d'accueil. Donc, tout ça doit être géré également, puisque dans les décombres, on a sorti, bien sûr, des enfants dont les parents étaient décédés. Donc, on parle vraiment un sujet assez lourd. Très bien, Monsieur Guverchin. Et comme vous venez de le préciser, on va justement revenir à cette question des zones industrielles de la région de Gaziantep. Madame Saada, vous qui êtes architecte justement, parlez-nous un peu de la structure urbaine des zones sinistrées, les images qui défilent sur les télévisions du monde entier depuis maintenant 6 jours montrent des immeubles effondrés dont il ne reste qu'un amas de pierres. À quel point elles ont été touchées, ces régions ? Avant de rentrer au niveau de la structure des bâtiments, laissez-moi faire un petit peu d'une comparaison entre les besoins en Syrie et les besoins en Turquie. Merci pour Monsieur Guverchin qui parle. Monsieur Guverchin. Excusez-moi, j'ai pas la bonne mémoire de. Alors, merci de la description de la situation en Turquie, mais vraiment, il y a une grande différence entre les besoins nécessaires qui se trouvent en Turquie et qui aident le peuple et qui aident les dégâts ou bien qui aident ceux qui ont envisagé cette crise, cette catastrophe, et la même situation qui est complètement différente en Syrie. C'est parce que les Syriens ils souffrent aujourd'hui de la manque des besoins nécessaires, des besoins vitaux, alimentaires. Oui. Les besoins le benzine, la mazout, l'électricité, on n'a rien. Tout à fait. On n'a pas des grandes machines qui aident pour les ruines, qui aident pour l'aide de blayage. Tout à fait. Alors, vraiment, la situation est très difficile. S'il y a des gens qui sont qui meurent du tremblement de terre, mais il y a des morts du froid, du climat qui est très froid au nord de la Syrie dans ce temps-là. Alors, vraiment, malheureusement, on envisage une situation économique vraiment très, très, très critique. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on envisage aussi, on souffre après 12 ans de la guerre et de bombardements, et surtout les zones qui étaient ciblées aujourd'hui par cet tremblement de terre, elles souffrent pour 12 ans de tremblements, mais des bombardements dans la guerre. Alors, c'est la structure après 12 ans est affaiblie. La structure des bâtiments, vous voulez dire? Les structures des bâtiments, les bases et tout ça, l'infrastructure. Alors, c'est après 12 ans d'un bombardement qui se continue. Vous voulez dire que justement la guerre, justement, les conséquences justement des bombardements durant la guerre ont affaibli la structure justement des bâtiments. Tout à fait. Et favorisé Tout à fait. Il affaiblit la structure des bâtiments et il affaiblit les infrastructures de cette zone et à la fin,
on envisage cet tremblement de terre qui bombarde ce qui reste. Alors, la situation en Syrie est vraiment, c'est pas au niveau structurel, parce que jusqu'à maintenant, on envisage des bâtiments qui s'effondrent Oui. jour après jour. Très bien. À cause de la structure. Très bien, madame. Alors, et on n'a pas les équipements nécessaires. nécessaires et pour accélérer les opérations de déblayage, c'est ça? Tout à fait. Très bien. Pour faire les études des séismes et de la structure. Très bien, merci Madame Saada. Monsieur Guverchine, justement, il est sans doute trop tôt pour évaluer avec précision l'ampleur des dégâts, mais l'on parle de 4 milliards de dollars de pertes. Il s'agit d'un chiffre bien sûr monstrueux qui va justement supporter les conséquences. Bon, sur le plan économique, c'est vrai qu'on a un peu de mal aujourd'hui à déterminer les dégâts économiques. Bon, il faut savoir que le cœur économique de la Turquie n'est pas touché. C'est-à-dire que la zone de Marmara, qui représente 70% de l'économie turque, notamment la région d'Izmir, les régions Bursa, enfin, le tissu économique. Une région hautement touristique, précisons-le, par ailleurs. Non, en fait, la région qui est touchée là, actuellement n'est pas non plus une région touristique. D'accord. À savoir que la région touristique, c'est plus Antalya, les régions balnéaires de cette zone et la région égéenne notamment, et les stations de ski qui sont actuellement pleines. Mais on parle d'une région de ces 10 villes, en fait, parmi lesquelles notamment Gaziantep, notamment Malatya, sont des villes industrieuses qui sont... Industrielles, oui. Notamment Gaziantep pour l'agroalimentaire, le textile, les tapis, sont connus pour ces différents secteurs. Mais le tissu industriel non plus, en fait, à Gaziantep n'est pas touché, puisque essentiellement ce sont les habitations d'une certaine dimension et dans certaines zones qui sont détruites. Le coût économique sera bien sûr le relogement, puisque le gouvernement turc a décrété un certain nombre de décisions, à savoir que les loyers des sinistrés seront pris en charge pendant 1 an par le gouvernement turc, et tous les Turcs seront relogés. Par exemple, les universités sont fermées pour le 2e semestre et toutes les résidences étudiants du pays seront allouées. Mobilisées justement, pour le relogement des sinistrés. Donc. Les hôtels dans la région d'Antalya, 100 000 lits ont été d'ores et déjà bloqués par l'État pour les sinistrés. Donc il y a un élan assez important qui aura un coût forcément. Mais il faut savoir que les ONG, les industriels, le patronat turc mis la main à la poche et des sommes assez conséquentes, comme dans votre vidéo de la région, la personne le précisait, la Turquie a reçu une aide internationale de l'Arabie Saoudite, du Qatar, j'en avais parlé de l'Algérie, de l'ensemble des pays de près de la région, 70 pays mondiaux. On a eu aussi des surprises, à savoir que la Grèce est l'un des pays qui a le plus aidé, alors que vous savez que nous ne sommes pas en bons termes. La frontière qui était fermée avec l'Arménie depuis 30 ans a été réouverte, en effet, aujourd'hui. Exceptionnellement réouverte aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un élan de solidarité internationale sans précédent qui va aussi permettre, la Banque mondiale a débloqué 2 milliards de dollars pour la partie sanitaire et l'Organisation mondiale de la santé a envoyé également pour à peu près 1 milliard de dollars de matériel sanitaire, notamment pour les opérations et les hôpitaux. Vous savez, la Turquie, depuis les 20 dernières années, est le pays qui a dépensé le plus en aide humanitaire par rapport à son PIB, et dans à peu près 120 pays. Et aujourd'hui, ce travail humanitaire de 20 ans paye, puisque, y compris en Afrique, des pays qu'on n'attendait pas, d'Afrique subsaharienne, envoient de l'aide vers la Turquie, eu égard à cette relation humanitaire qu'on a pu tisser. Mais sur l'économie, il faut savoir qu'aujourd'hui... Rapidement, s'il vous plaît. La partie tourisme, encore une fois, n'a pas été touchée, et les principales zones économiques n'ont pas été touchées. Aujourd'hui, le vrai coût est le coût humain, le coût sanitaire, le coût du relogement, puisque le gouvernement turc s'est engagé à reconstruire l'ensemble des 10 villes en 1 an.
ce qui a déjà été fait dans les précédents tremblements de terre. Ça va demander bien sûr un effort économique de plusieurs milliards, ce qui est normal, mais ça va mobiliser la population, qui aujourd'hui est vraiment très mobilisée. Pour être aujourd'hui entre Istanbul et Ankara, à l'arrivée à Ankara, il y avait à peu près une quarantaine de stands qui étaient là pour diriger les gens vers le relogement, et notamment pour les réfugiés syriens, ne payez pas le transfert, par exemple. Il y a une solidarité qui est très forte. Très bien, monsieur. En tout cas, que ça sera surmonté. Très bien, monsieur Güvercin, merci pour toutes ces informations, justement. Madame Saada, il nous reste peu de temps, mais j'aimerais pouvoir vous poser une question à chacun. Donc, je vous demanderai d'être bref dans votre réponse, s'il vous plaît. Justement, faut-il dès maintenant, selon vous, appeler à un plan Marshall, appelons ça comme ça, pour aider la Syrie à se reconstruire, notamment en ce qui concerne les infrastructures vitales qui ont été touchées et les voies de communication terrestres, par exemple, qui vont permettre justement l'acheminement des aides internationales, même s'il est sans doute trop tôt pour évaluer avec précision l'ampleur des dégâts, comme je l'ai précisé précédemment. Certainement, vraiment, on a besoin d'un plan sur grande échelle pour la reconstruction, mais on ne peut rien faire sans élever les sanctions, ce qu'ils appellent les sanctions économiques, malheureusement, parce qu'on a besoin tout ce qui est nouveau au niveau de la construction, tout ce qui est concerné à la construction, donc, le matériel nécessaire, les matériels nécessaires et tout ce qui est... Oui, tout à fait. La façon de la construction rapide, préfab et tout ça. Alors, on a besoin aussi du know-how des gens, des Syriens qui sont hors de la Syrie, des autres donc capacités. Des ressortissants syriens établis à l'étranger. Il faut être ouverte à une situation humanitaire en Syrie et mettre à part toutes les politiques qui ciblent la dignité de l'humanité. Malheureusement, on peut pas parler des droits de l'homme, on peut pas parler de protéger les peuples sans en faisant les doubles mesures. Il faut vraiment faire l'égalité dans les c'est pas seulement dans cette catastrophe, mais il faut vraiment aujourd'hui prendre profit de ce qui s'est passé au niveau de la Turquie et la Syrie qui étaient en guerre depuis longtemps. Il faut prendre conscience que les peuples doivent penser au niveau de collaboration, au niveau de la culture, au niveau de la civilisation, au niveau de la dignité de l'humanité. Vraiment, il faut penser en grande échelle parce que nous sommes tous, au niveau humanitaire, nous sommes tous concernés. Concernés. Merci madame. J'ai juste à peine le temps de pouvoir vous poser une toute dernière question, monsieur Güvercin. Quelles pourraient être justement les conséquences sur l'économie régionale, notamment chez les pays voisins déjà en crise comme le Liban? Rapidement, si vous le voulez bien. En fait, la conséquence à court terme sur la région, c'est que la Syrie, qui est déjà déstabilisée, et encore une fois, nous avons 5 millions de réfugiés, 5 ou 6 millions de réfugiés, il y a un risque, encore une fois, de déstabilisation de la région. Bon, la Turquie est un pays solide, mais des autres pays de la région qui sont déjà dans une situation compliquée, avec un nouvel afflux de réfugiés et des nouveaux problèmes politiques qui pourront en découdre. Et pas seulement sur le plan politique, mais sur le plan bien sûr humanitaire. Et effectivement, comme notre ami vient de le rappeler, il faut vraiment établir un plan de reconstruction très rapide. Vous savez qu'il y a une conférence des donateurs qui va se tenir très prochainement. Cette conférence est très importante, mais si le problème politique n'est pas réglé en Syrie, malheureusement, il y aura énormément de difficultés encore dans les mois et les années à venir. Et je pense qu'on doit vraiment privilégier, et ce séisme nous a montré,
de manière pacifique, de pouvoir, dans un premier temps, faire en sorte que ces millions de personnes soient relogées dans des conditions dignes et pacifiques. C'est l'objectif de tous, doit être ça. Merci, Monsieur Güvercin. Merci à vous, Madame Saada également. Force à la Turquie, force à la Syrie. C'est la fin d'Eco Hebdo. Je vous donne néanmoins rendez-vous dès la semaine prochaine. Excellente soirée sur Al24 News.